Merci à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro où nous allons faire les analyses et faire un peu l'historique de ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes en contact avec monsieur Gaston, avec qui nous allons discuter de ce qui se passe dans la partie est et du combat que mène aujourd'hui le Wazalendo. Il est déjà avec nous. Il va nous relater quand même l'historique de l'optique et puis on va voir comment on règle cette guerre avec lui. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Nous sommes déjà en direct. Aujourd'hui, on commence avec un léger retard. Vous allez bien? Oui, on va très bien et un petit retard, mais ce n'est pas grave. Alors, la première question que nous allons vous poser, il y a les gens qui nous ont dit que Willy Ngoma ne s'appelait pas Willy Ngoma. On nous a dit que son vrai nom était William Ngoma Nzungu. Alors, on nous dit Willy Ngoma n'aimait pas du Congo central comme on nous avait laissé entendre et que Willy Ngoma est né au Rwanda. Son vrai nom, c'est William Ngoma Nzungu. Est-ce que vous confirmez cette information? Ah, tout à fait, monsieur le journaliste. Oui. Celui qui se nomme Willy Ngoma, j'ai eu aussi ces informations il y a quelques années. Il n'est pas du tout congolais. Il n'est pas Willy Ngoma, contrairement à ce qu'il dit tout le temps. Il s'appelle William Ngoma. Un Rwandais. Willy, c'est son prénom. William, pardon. C'est son prénom. Ngoma Nzungu, c'est son nom. Il est né au Rwanda, dans le nord-ouest du Rwanda, dans l'ancienne préfecture de Ruhengeri. Ce n'est pas très loin de la région volcanique. Voilà, il est rwandais, il n'est pas du tout congolais. Voilà. Je vous le confirme aussi, à mon avis, la personne qui vous a donné cette information, il est bien renseigné. Moi aussi, j'avais eu ces informations via un Tutsi, je précise bien, un Tutsi qui vient de la même région que lui, le Tutsi qu'on appelle Abagogwe, de l'ethnie, donc ethnie Tutsi, mais du clan de Abagogwe. Ce sont des Tutsis qui peuplent cette région de Ruhengeri, et une partie de Ruhengeri et une partie de Gisenyi. Voilà. Donc, celui qui se prénomme Willy Ngoma, son vrai nom c'est William Ngoma Nzungu, c'est Rwanda. Je ne comprends pas comment est possible que les services de renseignement congolais ne sortent pas cette information, alors que c'est une information qui est connue de tout le monde au Rwanda. Je pense peut-être les services n'ont pas eu d'informations parce que, comme vous le savez, Joseph Kanambe, comme lui aussi, on l'a dit la dernière fois, il est d'origine rwandaise, peut-être il n'a pas demandé à l'époque à ses services de chercher plus loin pour voir vraiment dans cette rébellion qui est en réalité une rébellion rwandaise. On aurait dû chercher plus loin parce que je suis sûr et certain que si on fouillait plus loin, on trouverait d'autres mensonges concernant ces gens. Une autre information peut-être, si vous permettez, monsieur le journaliste, oui. Parce qu'il va falloir tout sortir, c'est que celui qui se nomme par exemple c'est les Roubaix-Rois, ils ne sont pas congolais du tout, ce sont des réfugiés rwandais c'est des réfugiés au Congo. Donc, il n'est pas Roubaix-Roi, c'est un Rwandais aussi. Donc, ce n'est pas un Congolais. Il n'est même pas né. On pourrait dire que s'il avait été peut-être un parent de réfugiés, il était citoyen congolais, on peut dire qu'il était congolais. Mais c'est quelqu'un qui est né vraiment, il est né au Rwanda et il est venu jeune étudier, réfugié
Niger d'abord, et puis il a étudié au Congo. Mais tous ces gens, ce sont des Rwandais qui prétendent être, ils ne sont même pas congolais. Mais comment est-ce que tous ces gens-là, qui sont des Rwandais, comme William Ngoma Nzungu, qui sont des Rwandais, mais comment est-ce que ces gens-là se passent aujourd'hui des Congolais? Comment tous ces nélotypes-là aujourd'hui se passent pour des Congolais? Est-ce qu'on peut avoir une petite historique de ces gens? Alors, c'est l'une des stratégies utilisées par les extrémistes, je précise bien, les extrémistes Tutsis, pour conquérir en fait des régions ou bien des zones pour les annexer à leur territoire. Le Rwanda qu'on connaît aujourd'hui n'avait pas du tout cette taille. Le Rwanda de l'époque n'était même pas l'équivalent de la ville de Kinshasa, c'était plus la moitié de la ville de Kinshasa. Ici, je parle des années 1600. Et alors, petit à petit, ils ont commencé justement à mener des guerres de conquête, comme ils sont en train de le faire à l'est du Congo. Et ils qu'ils annexaient et disaient que ce morceau, c'était un morceau, les gens qui habitent dans ce morceau, voulaient s'attacher à leur pays qui était à l'époque le Rwanda, qu'on appelait le Rwanda Rwanda. Donc c'était un petit territoire. Et c'est comme ça qu'ils ont conquis tout un territoire, donc toute cette partie, sauf la partie, je l'avais dit une fois sur votre chaîne, il y a peut-être 3 ans, sauf la partie ouest du Rwanda qui n'appartenait pas au Rwanda, mais qui appartenait, je le précise, au Congo. La partie de la préfecture de Ruyengi, de Tsenyi, jusqu'au Sidi Kivu, donc de Tchangoku. Toute cette partie appartenait au Congo. C'est une partie du Congo que le Rwanda prétend avoir conquis depuis des siècles, mais de l'ouest du Rwanda qui appartenait au Congo. Il y a les cartes, même les gens qui sont restés à Europe, ils peuvent aller au musée de l'histoire à Bruxelles de Terre-Vilaine, ils peuvent trouver, et c'est tout ce que je raconte. Donc, cette partie appartenait au Congo. Alors, les Rwandais, à l'époque, le roi Tutsi, a essayé de conquérir cette partie, mais il n'a jamais réussi à conquérir cette partie. Les Tutsis ont été aidés par les Allemands en 1923, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est après 1900. Alors, pourquoi les Allemands ont aidé les rois Tutsis? C'est parce qu'ils voulaient que le roi se convertisse en christianisme. Alors, les Allemands, pour les conditions que le roi Tutsi avait posées, c'était que les Allemands devaient l'aider à conquérir cette partie de l'ouest du Rwanda, partie d'ailleurs qui avait beaucoup résisté. Quand je parlais de l'ouest du Rwanda, donc c'est préfecture. Mais le Congo, comme c'est une région qui n'est pas en matière première minière, il y a rien, mais le Congo avait cette partie, je parle au Congo de l'époque, le Congo belge si vous voulez. Le Congo belge avait laissé cette partie parce que c'était des gens qui se rebellaient souvent. Donc les Belges avaient laissé cette partie, il y avait toujours des guerres. Alors les Allemands ont aidé à conquérir cette partie de l'ouest du Rwanda, je précise bien, qui appartenait jadis au Congo. Ce n'est pas ce que Kagame prétend, parce que Kagame prétend que l'est du Congo appartenait au Rwanda, mais c'est l'inverse, c'est la partie de l'ouest du Rwanda qui appartenait au Congo. Donc, ces gens, ils ont toujours utilisé plusieurs manières de se camoufler, de se cacher, en changeant leur identité, mais en conservant évidemment la leur entre eux, leur identité connue en dehors de leur cercle était une autre. C'est comme ça que, par exemple, vous trouvez Willy Ngoma, c'est que vraiment il est pas rwandais, mais c'est Ngoma Nzungu, rwandais. C'est cette façon de cacher la vraie identité qui est utilisée pour justement
rencontrer son monsieur William Ngoma Nzungu, écrit de Willy Ngoma, on va dire peut-être qu'il appartient à une ethnie au Congo. Vous savez, il y a plusieurs. Si vous le permettez, je peux bonder dans ce sens. C'est que j'ai découvert dans le musée de l'histoire, donc de l'Afrique à Bruxelles, que parmi les ethnies qui peuplent le territoire congolais, il n'y a pas d'ethnie Tutsi. Ça n'existe pas. Il y a les Hutus, il y a les Nandais, il y a Bafulero, il y a mais l'ethnie Tutsi, ça n'existe pas. Ça existe au Rwanda, oui. À Ouganda, ça existe, oui. Au Burundi, ça existe. Mais au Rwanda, ça n'existe pas. Et tout d'un coup, même l'ethnie Banyamulenge, ça n'existe pas. Alors, comme par hasard, on sort un mensonge, comme c'est répété à plusieurs reprises, mais pour finir, il y a certains qui vont croire que c'est vrai. Alors, pour se cacher et pour exterminer la population. Voilà ce que je peux dire là-dessus pour l'instant, messieurs le journaliste. Mais la question maintenant, le Congolais se pose, est-ce que ces Rwandais-là ne peuvent pas rentrer chez eux, laisser les Congolais travailler pour leur propre pays et développer leur propre pays? Alors, oui, ces Rwandais pourraient rentrer chez eux, mais ils ont, vous savez, ces gens, ces extrémistes, je parlais pas de Tutsi, je parlais des extrémistes Tutsi, dont fait partie Kagame et Ruberwa, j'ai oublié un autre, aussi caché d'ailleurs. Donc, rentrer chez eux, ils peuvent rentrer chez eux. Mais ils ont un objectif. D'abord, c'est conquérir des zones. Comme je vous ai dit, le Rwanda de l'époque de 1500 était même pas l'équivalent de la ville de Kinshasa. C'est à partir de le roi que vous connaissez aujourd'hui. Dernière conquête s'est faite en 1923. Là, c'est là qu'ils ont conquis l'ouest du Rwanda. Je vous ai raconté les préfectures. Donc, continuer cette expansion à d'abord conquérir des régions, les soumettre et puis exterminer la population autochtone. Ça s'est fait depuis des siècles. Alors, au Rwanda, par exemple, il y avait des rois Hutus. Donc, avant que ces extrémistes et tout prennent le pouvoir. Il y avait des rois Hutus, il y a je dirais, des régions ou des territoires qui appartenaient aux Hutus avec le roi. C'est à chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir ces royaumes, parce qu'on appelait ça des royaumes, ou bien rois terrains, d'abord ils tuaient le roi ou bien coutumier de ce royaume et ils installaient le leur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'est du Congo. La région de Rutshuru, par exemple, la région de Bwisha, la région de Massissi. Si vous avez bien suivi, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'ils arrivent à conquérir un territoire, il faut chercher le chef coutumier et assassiner. Et quelques jours après, le chef coutumier est remplacé par quelqu'un, un Tutsi, qui vient du Rwanda. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Dans la région de Kivu, la région de Massissi, non Kivu, ils sont en train d'exterminer petit à petit les chefs coutumiers. Et c'est ça qu'ils veulent étendre sur tout le territoire congolais. Donc c'est inquiétant. Ils ont réussi à le faire au Rwanda. Le Rwanda était composé, à l'époque, il y avait plus d'une quinzaine de royaumes. Et ils ont réussi à exterminer tous les rois ou les chefs coutumiers de tous ces territoires pour former un seul territoire qui était dirigé par un roi Tutsi. Et je rappelle qu'un roi Tutsi, à l'époque, il avait tous les pouvoirs. C'est comme exactement le pouvoir quand Kagame aujourd'hui. Tout le pouvoir devait tuer qui il voulait, surtout parmi les Bantous, les Hutus. Parce que quand je parlais des Hutus, c'était les Bantous,
c'est les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis aussi avaient tout le pouvoir. Et c'est exactement ce que Kagame est en train de faire. Et le pouvoir de Kagame maintenant commence à s'étendre au-delà du rwandais à Hutu. Et le M23 ne sait rien faire, ne sait rien. Parce que M23 c'est l'armée rwandaise. AFC, M. Nanga ou le petit Kabila Kabange, ce sont ces petits, ces employés qui ne peuvent rien décider, tous décident à Kigali. Et c'est ce qui est dit là. Et je m'irais vraiment mettre en alerte les autorités congolaises que s'ils tardent à récupérer l'Est du Congo, ça va être compliqué, ça va être difficile et c'est très dangereux pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a cette guerre qui continue à se passer dans la partie Est. Il y a Willy Ngoma, je l'appelle comme on venait de confirmer, ce nom c'est William Ngoma Nzungu, qui a dit qu'ils vont pas quitter la partie Est, Goma, Bukavu, ils y resteront jusqu'au retour du Fils de l'homme, au retour de Jésus-Christ. Comment est-ce que vous analysez ces propos de ce monsieur qui pense qu'ils vont relancer toutes les activités et vont continuer leur vie dans une ville qu'ils ont pris presque la population en otage? Écoutez, pour moi, quand je vois des déclarations pareilles, c'est qu'ils trouvent que personne n'est à la hauteur de les chasser des régions qui comptent. Et surtout, c'est un message clair pour les autorités congolaises, pour les dire, c'est un challenge pour les autorités congolaises, pour les nous affronter. Vous savez, le Nord Kivu, Goma, Bukavu, le Sud Kivu, Bukavu, ou la région de Massissi, ça fait partie du Congo. Quand une armée étrangère, ici, en l'occurrence, l'armée rwandaise, traverse la frontière, au sud de tout le monde, s'installe dans une ville comme Goma, on massacre 8000 personnes, et personne n'est c'est qu'il y a une lacune au niveau de services de sécurité et surtout au niveau de l'armée. C'est que ce qui devrait être fait, c'était oublier les querelles politiques, d'abord récupérer les régions qui ont été conquises par l'ennemi. Donc, si l'ennemi commence à dire, nous n'allons plus quitter ces territoires, d'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont commencé à nommer les chefs, le gouverneur et blablabla, parce que les noms viennent évidemment. Je connais les Rwandais, tout ce qui étaient réfugiés. Ça, par exemple, le gouverneur de Goma ou du Nord Kivu, c'est un tout qui était installé au Canada, qui est rentré parce qu'on lui a demandé de rentrer pour aller administrer cette région. La première chose, c'est que les autorités congolaises ou bien l'armée devraient faire exactement comme l'ennemi fait. Donc, essayer de neutraliser, de préférence physiquement, je dis que physiquement, éliminer physiquement l'ennemi. Or, ici, je trouve que il y a une sorte de racisme, parce que quand c'est l'armée congolaise qui c'est le cessez-le-feu, normalement, ça n'existe pas. Pour un pays qui est agressé, ce n'est pas à ce pays de proposer un cessez-le-feu. Quand le pays agressé propose un cessez-le-feu, c'est une aveu de faiblesse. Donc, l'ennemi en profite et l'ennemi, c'est comme encourager l'ennemi à s'installer dans cette région, ce qui est encore plus dangereux. Et ça donne de force à l'ennemi et de penser même qu'il peut aller au Goma jusqu'à Kinshasa. Ce qui est autre chose qui est inquiétant, les jeunes journalistes, c'est que M. Kagame est décrié partout, sauf dans un seul pays, en France. Quand on voit un pays, on avait l'habitude de dire un pays démocratique, un pays de droits de l'homme, accueillir un
de la force à l'ennemi pour tenir un discours pareil et dire que voilà, on occupe cette région, on ne va plus jamais la quitter. Pour eux, c'est déjà acquis. Or, il y a un pays qui est derrière. Vous savez, peut-être c'est hors sujet, mais M. Macron, c'est l'équivalent dans Pierre Elbar. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Elbar. C'était un nazi. C'était un Français, mais un nazi, un fanatique de Hitler. Et Macron, c'est exactement la même chose, c'est la photocopie. Donc, cueillir M. Kagame sur le territoire français avec le chef d'État normal, c'est en fait Macron, c'est exactement l'équivalent de Pierre Navarre. Macron, c'est quelqu'un qui est terroriste. C'est celui, en fait, on dirait c'est un SS qui prend du plaisir à voir les Noirs, surtout les Bantous, mourir comme ça. Et je pense que les autorités congolaises devraient prendre des mesures. Et s'il faut, quitter la francophonie, ou bien alors couper des relations diplomatiques avec la France. Parce que la France a choisi son cas, et Macron n'arrête pas chaque jour de montrer de quel côté il se trouve. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit réellement? Est-ce qu'il faut toujours continuer avec cette méthode, aller dans l'accord avec les États-Unis en vue d'atteindre la paix, ou notre armée doit aussi se battre, puisqu'on ne doit pas quand même se laisser faire pour atteindre ce mal accord qui sera signé avec les États-Unis? Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que le Congo doit continuer sur cette voie de parvenir à un accord avec les États-Unis. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que les États-Unis sont, évidemment, ce sont les États-Unis qui ont fabriqué Kagame, et avec l'Angleterre, ce sont les États-Unis qui ont soutenu pendant des années Kagame. Mais vous avez vu dernièrement, Kagame ne sait plus, ça fait au moins 2 ans, il ne sait plus se rendre aux États-Unis et en Angleterre. Ça veut dire que par le lâcher. C'est pour ça qu'il s'est retourné vers nous, parce qu'il sait que Macron, c'était un admirateur de tous ceux qui tuent les Africains, et ici, Kagame et les autres. Donc, pour moi, pour trouver une protection fiable à l'est du Congo, il faut que les Congolais mettent sur la table, et c'est ce que les autorités congolaises font, ce qu'ils ont de plus et de plus du monde, c'est voilà sa richesse, de contrepartie, et la paix et reconquérir les territoires occupés par l'ennemi. Ici, je pense qu'il devrait trouver sur cette lancée. Mais il devrait y avoir des conditions claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que les États-Unis fassent tout pour chasser l'ennemi hors du territoire. Je pense que l'envoyé spécial de Trump l'avait bien dit que le Rwanda devait quitter le territoire congolais. Mais ce qui n'est pas compréhensible aujourd'hui, c'est que le Rwanda continue à envoyer ses militaires à l'est du Congo et les États-Unis ne condamnent pas. Et ça, c'est inquiétant. Est-ce que diplomatiquement les Congolais ne font pas assez? Est-ce que les Congolais, si je parlais des Congolais, je dis les autorités congolaises, est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver face à un pays balkanisé, parce que c'est la balkanisation à l'est du Congo? Pas, monsieur, le journaliste oubliait les déclarations de M. Sarkozy il y a quelques années, qui avait dit que le Rwanda était un pays pauvre, surpeuplé, enclavé, et que le Congo devrait penser à la sa richesse. Ce qui est, encore une fois, une sorte de racisme non déclaré, une sorte de mépris et de la haine déclarée par M. Sarkozy. Bon, mais à l'époque, les autorités actuelles n'étaient pas au pouvoir. La première chose, c'est d'abord protéger le Congo et les Congolais. Parce que si on perd ce que les autorités, peut-être certaines personnes dans l'administration ne se rendent pas compte, mais si Kagame vient apprendre le Congo, ici c'est AFC, sous le nom de AFC M23,
gens à Nanga qui sont dans le AFC, tous ces gens, ils vont être éliminés physiquement parce qu'on a connu la même chose, la même histoire au Rwanda. Tous ces gens qui disent qu'ils sont prêts à se rallier à Messie Nanga, tous ces gens vont être éliminés physiquement. Donc, peut-être, voilà, il faudrait voir plus loin. Donc, pour me résumer, les autorités congolaises doivent continuer sur cette lancée, mettre des conditions, mais et je là-dessus, vraiment ouvrir le feu sur les criminels de Kigali qui s'installent à l'est du Congo. Parce que il faut voir comment, par exemple, les habitants de Goma sont maltraités, sont terrorisés et sont tués tous les jours. Tous les commerces sont maintenant dans les mains des régimes 23 et des autorités des autorités de Kigali, parce que c'est eux qui sont responsables des M23. Donc, je pense que les autorités congolaises devraient voir diplomatiquement continuer avec ces négociations avec les États-Unis, mais tout faire pour maintenant montrer la puissance du feu que le Congo a d'ailleurs que beaucoup de pays africains. Cette puissance n'est pas utilisée, et ça, je ne comprends pas du tout. Monsieur Gaston, il y a le M23 qui venait de lancer l'alerte aujourd'hui par rapport à cette guerre qui se passe dans la partie Est. Le M23 lance un ultimatum de 7 jours aux Wazalendo et aux FARDC retranchés dans les territoires de Walungu. Passé ces délais, s'ils ne déposent pas les armes, ils seront craqués et capturés avec toutes les conséquences que cela implique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce M23 et le Rwandais sont en train de piétiner les efforts de la paix que le gouvernement congolais, voire même les États-Unis, sont en train de vouloir mettre en œuvre? Écoutez, messieurs les journalistes, c'est pas la première fois que les criminels de Kigali font ces annonces qu'ils vont traquer les Wazalendo et l'armée congolaise. Les criminels de Kigali n'ont jamais arrêté la guerre, et comme je le disais tantôt, arrêté de mobiliser. On a vu à plusieurs reprises les colonnes de l'armée rwandaise entrer sur le territoire congolais. Ça ne s'est jamais arrêté. Alors, dire ces déclarations, ce sont des menaces. Oui, la guerre continue, ça ne s'est jamais arrêté, mais c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils rencontrent une résistance farouche de la part d'abord des Wazalendo. Parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, même si l'AFC, l'armée de Kagame est arrivée à Kinshasa, ça sera impossible de contrôler le Congo. Je donne toujours l'exemple des nazis qui sont allés jusqu'à Moscou, mais derrière, il y avait un vide, ce qui fait que l'approvisionnement était toujours coupé, et ce qui a d'ailleurs donné comme résultat la perte totale du contrôle et de la guerre, et puis la perte de la guerre par les nazis. C'est ce qui va arriver à Kagame. Mais je pense que ces menaces devraient être prises au sérieux d'abord, pas forcément par les Wazalendo qui ne négligent pas les menaces de l'armée de Kagame, mais les autorités congolaises aussi. Ils devraient vraiment sortir de cet esprit de cesser le feu et déclencher une guerre de reconquête des territoires occupés par ces criminels. Ces criminels arrivent à menacer Wazalendo, et bien le M23 c'est une armée rwandaise qui est sur le territoire congolais et qui menace les Wazalendo qui sont des Congolais qui sont chez eux. Donc, plus mépris que ça, je n'ai jamais vu. Donc, je pense que les premières personnes qui sont concernées sont les autorités congolaises d'abord, qui devraient donner des armes aux BNO et puis mobiliser les militaires pour reconquérir ces zones. Comme je le disais tantôt, le Congo a tout ce qu'il faut pour neutraliser l'armée rwandaise. Mais pourquoi les armes que le Congo possède actuellement, les plus modernes, pourquoi ne sont pas utilisées? Je ne dis pas qu'est-ce que le président qui va se battre, le président des instruments
réflexion, mais ça n'arrive pas là où ça arrive. Et pourquoi il faut chercher l'erreur? Parce que je trouvais que entre le bout pour recevoir l'information et le bout qui envoie l'information, il y a un quoi qu'entre les deux. Et c'est ce qu'il faudrait corriger. Et puis, engager vrai et guerre et patriotique sur le territoire et aller affronter, voilà, chasser l'ennemi. Parce que n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui. Mais il y a une négligence ou une défaillance quelque part. Donc, je dirais bien qu'il faut prendre ces menaces au sérieux et les Wazalendo, l'armée congolaise et surtout les autorités congolaises devraient tout faire pour pousser l'ennemi jusqu'à d'où il vient et d'ailleurs le poursuivre. Mais bon, ces menaces ne sont pas des menaces en l'air, monsieur le journaliste. C'est très dangereux parce que c'est une menace qui est maintenant installée à l'intérieur. C'est une menace qui vraiment vient d'étrangers, par exemple, ici, de Kigali. Et comme c'est pas nouveau, je pense que les choses doivent être prises au sérieux maintenant pour éliminer l'ennemi. Quand je dis éliminer, ce n'est pas repousser dehors, mais c'est l'éliminer physiquement. Aller même jusqu'à chercher à éliminer Kagame. Pourquoi pas? Le Congo a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Je ne comprends pas. C'est une frustration à ce niveau-là. Alors, nous allons prendre cette question. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que s'il y a toutes ces guerres, c'est puisque nous avons suivi Nicolas Kazadi. Je ne sais pas si vous l'avez aussi suivi, qui parle que dans ces régimes, il y a Claude Jusser. Est-ce que le régime de Tshisekedi est aussi responsable de ce qui se passe dans la partie Est? Bon, monsieur le journaliste, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question. Mais comment le régime de Tshisekedi peut être responsable de ce qui est resté, de ce qui se passe par le reste du Congo? Le régime de Tshisekedi n'est là que depuis 6 ans. Mais la guerre dure depuis 30 ans. Alors, avant Tshisekedi, et pourquoi le M23 existait? Et pourquoi RCD? Donc, au fait, c'est toujours la même question. Même si Tshisekedi était au pouvoir, ce n'est pas ça qui va arrêter les criminels de Kigali de venir s'approvisionner au Congo. Je vais vous dire une chose ici, c'est que sans le pillage de la richesse du Congo, les autorités de Kigali ne resteraient pas, même pas un jour, pas parce que tout ce qu'ils utilisent pour s'enrichir, pour corrompre les dirigeants, les grandes puissances, tout ça, ça vient du Congo. Donc, que le régime de Tshisekedi soit là ou pas là, ce n'est pas ce problème. Dire que le régime de Tshisekedi est responsable de ce qui se passe à l'est du Congo, c'est oublier les 25 ans de guerre avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, c'est oublier que le M23, ça existait. Le M23, on le dit souvent, a repris les armes. Mais ce n'est pas la première fois. Il ne faut pas oublier que le M23 avait chassé de la ville de l'Est du Congo en 2013. Mais pourquoi le M23 existait? Pourquoi ça existait? Donc, c'est tout ça, en fait, de chercher à mettre la faute sur le régime qui est là. Mais ce qui m'a encore déçu la dernière fois, c'est quand je regardais, par exemple, le politicien Martin Fayulu dire qu'il était prêt à négocier, à rencontrer le Kabila, Joseph Kabila, pour essayer de ramener la paix à l'est du Congo. Et Kabila, c'est un problème. C'est un problème Congo. Maintenant, Fayulu est prêt à se rallier au problème congolais pour aggraver encore la situation. Si le M23 n'a pas été démantelé complètement et que le M23 a pu se réarmer, mais c'est à cause de Kabila. Est-ce que ces gens qui font de telles déclarations, est-ce qu'ils pensent aux habitants de l'Est du Congo qui sont massacrés tous les jours depuis 30 ans? Je ne pense pas que ces gens réfléchissent un tout petit peu. Le M23 qui a repris les armes il y
ces gens qui font ces déclarations, je ne les vois jamais condamner les massacres de Kishiché, les massacres de Bambo, les massacres de Rutshuru, les massacres de Bwisha, les massacres de Goma. Vous avez vu quand le M23 l'armée rwandaise a pris la ville de Goma, en 2 jours, il y a eu 8000 personnes tuées. Ces gens n'ont pas condamné ces massacres du M23. Par contre, ils disaient qu'il faut que Tshisekedi change ou bien fraîchisse pour qu'il y ait la paix, que la paix revienne à l'est du Congo. Mais est-ce qu'ils ne pensent pas que ces gens qui sont massacrés à l'est du Congo méritent aussi justice? Il faut quand même, je ne comprends pas. Donc, pour me résumer, monsieur le journaliste, quand il faut des déclarations, ce sont des gens qui n'ont pas, en fait, qui n'aiment pas les Congos, qui sont sélectifs dans l'amour, je ne pense même utiliser l'amour, donc qui sont sélectifs quand ils parlent des Congolais. Parce que si c'était une famille qui était touchée, je pense qu'ils parleraient autrement. Et les autorités congolaises, je parlais des autorités actuelles, je trouve qu'ils traitent les Congolais au même niveau et ils cherchent à trouver une solution justement à cette crise. Le problème, c'est les faux politiciens ou bien les politiciens qui n'ont pas un carré poste plutôt que de penser à ce qu'on peut faire de bien pour la population congolaise. Alors, nous allons encore prendre cette question. Aujourd'hui, c'est à quelques jours, il y aura cet accord République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. On aurait appris que les États-Unis d'Amérique ont demandé au M23 d'intégrer la résolution de Nairobi. Est-ce que cela pourrait être possible? Ça serait possible si les autorités américaines connaissaient le sujet. Je pense que, au fait, comme on le disait tout à l'heure, monsieur le journaliste, on prend les Rwandais qu'on amène au Congo et on commence à les traiter de Congolais et ce sont ces Rwandais qui a essayé de gagner quelque chose du Congo. Au fait, il faudrait que les autorités américaines sachent à qui ils ont affaire. Et ça, c'est pas un travail des Américains, mais c'est un travail des Congolais. D'abord, parce que, par exemple, si un étranger sur le territoire américain commet un crime, même s'il a la nationalité, cette personne est déportée automatiquement hors du territoire américain. Maintenant, ici, on sait que 91% des membres de AFC M23 ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Alors, ces gens, comme William Ngomanzungu par exemple, ils vont, comme Joseph Kanambe, ils vont dire que ce sont des Congolais et ils vont parler au nom des Congolais alors que ce sont des employés de Kigali. Donc, je pense que les autorités congolaises devraient éclairer d'abord les autorités américaines pour leur dire attention, vous n'avez pas affaire à un vrai Congolais, mais vous avez affaire à un Rwandais qui va porter les idées de Kagame. Donc, on ne reviendra pas parce que tant que Kagame ne sera pas satisfait dans sa demande, eh ben, il va toujours réouvrir la boîte, je dirais, du Pandore et puis recommencer la guerre. Et c'est ce qui arrive depuis 30 ans. Monsieur, j'avais peut-être oublié un autre soi-disant Congolais, mais qui n'est pas vraiment Congolais. Vous me permettez de... Parce qu'il est du M23, oui. C'est Bizima Karaha. Il n'est pas Congolais, je le redis, il est Rwandais. Son vrai nom, c'est Bizima Karaha Moeto. C'est un Rwandais. Un tout Rwandais. Donc, oui, lui aussi, il est même pas né au Congo, comme William Ngomanzungu. Ils sont nés au Rwanda, il est venu comme réfugié au Congo. Il a étudié, je pense, à Kisangani, l'université de Kisangani, un truc comme ça. Donc, ce sont des informations comme ça que les autorités congolaises donnent aux autorités américaines pour leur dire, nous ne voulons
les Américains n'auront pas cette information, qui leur montre qu'ils sont en train, en fait, j'allais pas dire parloter, mais de mettre en avant quelqu'un qui représente un autre gouvernement, et là, ça ne marchera pas. Et ça, c'est un travail des Congolais, et c'est un travail aussi des Rwandais, des vrais Rwandais qui veulent la paix à l'est du Congo, ou bien dans la région de Karak, pardon, parce que ça aide de dénoncer ces criminels qui endeuillent le Rwanda et ils viennent endeuiller aussi nos voisins congolais. Voilà comment je vois les choses, messieurs les journalistes. Mais on risque de tomber dans le même piège, et même si on arrête ça aujourd'hui, que ça va revenir dans 10 ans, comme c'est arrivé à la renaissance de M23. Voilà. Aujourd'hui, il y a ce gouvernement qui arrive, il y a Matata Ponyo qui défend valablement son frère, le député national Matata Ponyo. Quelle analyse faites-vous de l'intervention de Vital Kamerhe par rapport au dossier Matata Ponyo? Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Comme je l'avais dit il y a quelques semaines, je n'ai jamais compris. Vous savez, c'est pas Vital Kamerhe qui avait donné 30 vaches à messieurs, le général rwandais, le représentant de Kagame, celui qui gère les comptes de Kagame. Donc, là, une chose que je n'ai pas comprise, monsieur le journaliste, c'est comment normalement le président du Parlement, le chef du Parlement, c'est quelqu'un qui est sage, ce n'est pas quelqu'un qui mique, ce n'est pas quelqu'un qui prend une position politique, et ce n'est pas surtout quelqu'un qui va sommer les histoires de la justice. Quelqu'un qui a cette carrière, qui a son poste, il est là pour essayer de recoller les morceaux. C'est un sage, comme on dit. Or, ici, Vital Kamerhe prend position dans des sujets qu'il ne maîtrise pas, parce que si je me souviens très bien, Vital Kamerhe, c'est un économiste, ce n'est pas quelqu'un qui a fait le droit, c'est quelqu'un qui est à un poste où la discrétion et puis la sagesse s'imposent. Or, lui, il sort de sa sagesse pour parler, pour essayer de défendre quelqu'un. Normalement, dans un pays démocratique où la loi est respectée par les politiciens, je dis bien par les politiciens, ici Vital Kamerhe, quand je parle, eh bien, le politicien se tait. C'est ça le respect de la République, parce qu'il y a la loi qui guide tout politicien. Ici, Vital Kamerhe veut se placer au-dessus de la loi et au-dessus de ceux qui connaissent et qui peuvent interpréter la loi. Vital Kamerhe n'est pas quelqu'un qui peut interpréter la loi parce qu'il est un économiste. Donc, moi, j'ai été choqué de voir les positions depuis quelques mois, les positions que prend M. Vital Kamerhe. Et je me demande si ce monsieur, il devrait y avoir une sorte d'impeachment pour l'écarter parce qu'il commence à en faire trop et c'est surtout à montrer à l'ennemi qu'il le représente. Pourquoi je dis qu'il n'hésitait pas de montrer à l'ennemi qu'il le représente? C'est que quand on parle comme ça, allez, en dehors, la place est publique si vous voulez, c'est montrer à l'ennemi qu'en fait, à la tête du pays, il y a une influence. Et on sait affaiblir l'autorité. Vous savez, les Kamerhe, c'est le numéro 3 normalement, parce qu'après le président, il y a le Premier ministre et le chef du Parlement. Et quand on est à ce niveau, on est là-bas pour que la République réussisse, pour que la République avance. Or, le Vital Kamerhe, de par ces déclarations, il est en train de montrer que ça ne va pas à la tête du pays. Donc, je pense que c'est un sujet qui devrait être étudié par les parlementaires, parce que ce sont les seuls qui peuvent le dégager de là où il est. Mais
ce monsieur, il devient de plus en plus dangereux. Il devient de plus en plus dangereux parce que ces déclarations mettent à mal la République. Or, dans la République, on respecte la loi et surtout, on respecte le droit, on respecte décision des juges. Si vous vous souvenez, monsieur le journaliste, vous avez vu à l'époque, je vous donne un exemple comme ça, ce sont des juges qui avaient amené M. Bill Clinton devant la justice. Et pourtant, à l'époque, il était le président. Donc, pour s'expliquer sur ces affaires avec Mme Lewinsky à l'époque. Donc, ce sont les juges, par exemple, en France, même si en France, c'est devenu le bordel, mais quand même, c'est le juge qui a amené Sarkozy à lui placer un bracelet. Donc, ce sont les juges qui en respectant la loi, évidemment, donnent la force à la République. Et quand ils commencent à t'attaquer, parce que tu es le chef du Parlement, t'attaquer aux analyses ou aux décisions prises par la justice, c'est que tu veux faire tomber le pouvoir. Et quand on veut faire tomber le pouvoir, on est ennemi du régime, si vous voulez, ou ennemi de la République. Et connaissant la situation dans laquelle se trouve le Congo actuellement, je pense que quelque chose devrait être fait pour que son monsieur Kamere soit écarté du pouvoir et soit, pourquoi pas, ramené dans sa région natale qui est l'est du Congo. Voilà ce que je pense, monsieur le journaliste. Merci, on va chuter avec cette petite question. Quelle chance donnez-vous au prochain gouvernement dit d'Union nationale qui va sortir très bientôt là? Monsieur le journaliste, je pense que le prochain gouvernement, donnerait 70-75%. Pourquoi? Parce que, d'abord, on ne sait pas qui va être dedans dans ce gouvernement, mais comme un gouvernement d'union nationale, je pense que toutes les tendances vont être là, surtout les tendances républicaines, pour défendre le pays. Et si on prend vraiment la vraie opposition, je vais dire, pourquoi je dis toujours la vraie opposition, c'est parce que je pensais que, par exemple, Martin Fayulu était une vraie opposition, mais quand je vois les déclarations qu'il a faites sur les chaînes européennes, et là, je les vis autrement. Quand on voit, par exemple, comment justement ce monsieur comme monsieur Kamere parle, et là, on sent que ce n'est pas quelqu'un vraiment qui porte la République dans son cœur, mais ce que lui il porte dans son cœur, c'est le poste qui l'intéresse. Ce n'est pas la défense de la République qui l'intéresse. Mais quand on voit le monsieur docteur Denis Mukwege parler, je suivi hier la conférence qu'il avait eue avec les parlementaires européens pour défendre les droits femmes. Et j'ai suivi comment il défendait la République et comment il dénonçait surtout les massacres que fait l'armée rwandaise à l'est du Congo en s'attaquant aux femmes, aux jeunes filles, aux viols et massacres. Là, j'ai compris qu'il ne fait partie de ce gouvernement. Il a perdu les élections, mais il continue à défendre le pays et les intérêts de la nation. Ça, c'est une opposition. C'est une vraie opposition, une opposition constructive qu'on veut voir au Congo. Malheureusement, je ne trouve pas l'équivalent de Denis Mukwege actuellement au Congo. C'est une opposition, mais c'est une opposition qui défend la République. Et c'est ça que je voudrais voir chez M. Fayulu et les autres, Kazadi, et tous ces gens. Donc, voilà, la chance de réussir de ce gouvernement. Si on a les gens comme Denis Mukwege dans ce gouvernement, je donnerais vraiment 75-80% de réussite. Mais si c'est le gouvernement qui est composé déjà comme Martin Fayulu, qui n'arrête pas de dire j'ai gagné les élections, le vrai président en fait c'était moi, là je pense que ce sont activités les pauvres et là ça ne réussira jamais. Mais je pense que les autorités, le président de la République a une sagesse de choisir les bonnes personnes pour que l'objectif soit atteint. Et l'objectif, c'est de défendre la République et le Congo. Voilà, comme il faut. Voilà ce que je pense, monsieur le journaliste.
Merci, grand merci à vous et merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Là aussi, nous allons dire un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, puisque cette émission, c'était une émission historique, une émission de vérité. Les Congolais, j'ai toujours dit, si vous avez un autre pays, nous n'avons que ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous devons aimer ce pays, travailler pour son développement, travailler pour son unité et surtout aider cette population à retrouver sa paix. Une fois de plus, un grand merci à vous, Monsieur Gaston, d'avoir répondu à notre préoccupation et d'avoir disponibilisé de votre temps. Et un grand merci aussi à tout le public qui nous a suivis à la bonne suite du programme. Audio Jungle.